la limite de vitesse absolue de l'univers. 300 000 km par seconde. Rien ne va plus vite. Mais c'est aussi le paradoxe le plus cruel de l'univers. Car la lumière est en même temps terriblement lente. Comment est-ce possible? Notre vaisseau spatial le plus rapide vole à 60 000 km par heure. Mais même à cette vitesse, il nous faudrait plus de 90 000 ans pour atteindre l'étoile la plus proche. C'est un voyage physiquement impossible. C'est pourquoi même l'année-lumière perd tout son sens. Voilà pourquoi il existe une unité appelée le parsec, exactement 3,26 fois plus grande. Mais cela ne fait que masquer la vraie question. Pourquoi l'univers est-il si cruellement immense? Donc si vous aussi vous voulez connaître la vérité derrière cette limite de vitesse cosmique, cliquez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous. Car ce que vous allez voir maintenant va prouver notre solitude. Nous commençons. 300 000 km par seconde. Cette vitesse est inconcevable. Dans le temps qu'il vous a fallu pour entendre cette phrase, la lumière a déjà fait 7 fois le tour de la Terre. En une seule respiration, la lumière fait l'aller-retour entre Berlin et New York. Encore et encore. Presque 4 fois en une seule seconde. Mais c'est précisément là que le malaise commence. Car dans le cosmos même, cette vitesse vertigineuse se transforme en la lenteur d'un escargot. Elle avance impuissante dans un océan de temps et d'espace qui dépasse toute imagination. C'est pourquoi nous devons remettre en question la vérité la plus fondamentale qu'on nous a enseignée pendant des années. Nous pensions que la lumière était la limite de vitesse absolue dans l'univers, une frontière infranchissable ultime. Mais même cela n'est qu'une illusion, car face à l'immensité de l'univers même, la lumière est impuissante. Il existe une unité de mesure où la vitesse devient absurde et les distances se transforment en murs. Une unité qui fait passer l'année-lumière pour un jouet. On l'appelle le parsec. Et lorsque vous comprendrez ce que le parsec signifie, votre regard sur l'univers ne sera plus jamais le même. D'abord, digérons cette limite de vitesse. Ce n'est pas un nombre aléatoire. C'est une loi physique. Si rien de ce qui a une masse ne pourra jamais, absolument jamais, atteindre cette vitesse. Ni par la technologie, ni par la volonté. Jamais. Car cette limite est tissée dans la fabrique même de l'univers. La vitesse de la lumière définit la vitesse à laquelle la cause et l'effet se propagent. C'est la causalité elle-même. Mais même cette vitesse absolue se heurte à une réalité brutale. L'univers est si grand que même le plus rapide n'est pas assez rapide. Cette situation nous montre à quel point l'univers qui nous impose une limite de vitesse éternelle est en réalité une immense prison. Alors, avec quoi mesurons-nous les murs de cette prison? Quiconque s'intéresse à l'astronomie a entendu parler de l'année-lumière. Ça sonne gigantesque. Une année-lumière est la distance que la lumière parcourt en 365 jours. Cela représente environ 9 000 milliards de kilomètres. Un 9 suivi de 12 zéros. N'essayez pas de calculer ce nombre. Essayez de le ressentir. Vous ne pouvez pas, car personne ne le peut. Notre cerveau n'est pas conçu pour ces échelles. Nous avons évolué pour estimer si un bruissement dans les buissons est à 3 mètres ou à 15 mètres. Laissez-moi donc vous aider avec une métaphore. Imaginez que chaque kilomètre est un grain de sable. Pour représenter une seule année-lumière, il vous faudrait recouvrir toute l'île de Manhattan de sable. Un tas de sable colossal où chaque grain représente 1 kilomètre de vide. Et ce n'est qu'une seule année-lumière. Une seule. Mais le plus choquant n'est pas là. Le vrai choc, c'est à quel point nous sommes loin de cette distance. Pensez à la sonde spatiale Voyager 1.
Elle s'éloigne de nous depuis 1977. Elle progresse à 61 000 km par heure. Pour des standards humains, c'est une vitesse incroyable. Mais à cette allure, il faudrait 73 000 ans à voyager pour parcourir une seule année-lumière. 73 000 ans. C'est plus long que toute l'histoire humaine enregistrée. Quand cette sonde a été lancée, les ordinateurs personnels n'existaient pas. Internet était une expérience militaire. Pendant ce temps, des civilisations pourraient naître et disparaître. C'est pourquoi même notre plus proche voisin est en réalité inaccessible. Proxima du Centaure, l'étoile la plus proche du Soleil, se trouve à 4,2 années-lumière. Cela ne vous dit peut-être pas grand-chose. Alors changeons d'échelle. Si nous réduisions la distance entre la Terre et le Soleil à la taille d'une pièce de monnaie, Proxima du Centaure se trouverait à près de 300 mètres, presque 3 terrains de football plus loin. La lumière que vous voyez ce soir en regardant cette étoile a commencé son voyage en 2021 alors que la pandémie n'était pas encore officiellement terminée. Ce photon a voyagé dans le vide spatial pendant plus de 4 ans pour atteindre votre œil. C'est pour cela, à cause de ces chiffres écrasants et de ces durées inconcevables, que les astronomes professionnels n'utilisent presque jamais l'année-lumière. Car, pour eux-mêmes, l'année-lumière est trop simple, trop insuffisante. L'unité qu'ils utilisent est basée sur une réalité bien plus fondamentale, bien plus géométrique et bien plus cruelle. Ils utilisent le parsec. Le mot parsec est une contraction des mots parallaxe et seconde d'arc. Cette unité ne repose pas sur la vitesse et le temps, mais sur la géométrie pure. Elle est née de la méthode de la parallaxe mesurée avec succès pour la première fois en 1838 par Friedrich Wilhelm Bessel. La méthode est assez ingénieuse. Tenez un doigt devant votre visage. Fermez d'abord votre œil gauche, puis votre œil droit. Vous verrez que votre doigt se déplace par rapport à l'arrière-plan. C'est la parallaxe. La Terre fait exactement la même chose en tournant autour du Soleil. À un moment de l'année, nous regardons une étoile proche. 6 mois plus tard, lorsque nous sommes de l'autre côté de l'orbite, nous regardons à nouveau la même étoile. L'étoile semble s'être légèrement déplacée par rapport à l'arrière-plan d'étoiles beaucoup plus lointaines. Mais ce déplacement est incroyablement petit. Une seconde d'arc, c'est un 3600e de degré. C'est un angle si petit qu'il équivaut à regarder la largeur d'un cheveu humain à 20 mètres de distance. Et c'est précisément avec cette géométrie qu'un parsec est défini. C'est la distance à laquelle l'immense distance de 150 millions de kilomètres entre la Terre et le Soleil, vue depuis un point dans l'espace, apparaît aussi petite qu'une seule seconde d'arc. Et cette nécessité géométrique fait qu'un parsec équivaut à 3,26 années-lumière, soit environ 31 000 milliards de kilomètres. C'est pourquoi il est encore plus grand que l'année-lumière, car la géométrie qui le sous-tend suppose à quel point l'univers est vide et immense. Voilà pourquoi pas une seule étoile que vous voyez à l'œil nu dans le ciel n'est plus proche de nous qu'un parsec. Sirius, Vega, Polaris. Toutes sont au moins à cette distance cosmique fondamentale de nous. Le parsec n'est pas juste un plus grand nombre, c'est une déclaration. C'est une preuve géométrique de la manière dont l'univers nous impose les distances. Il met de côté l'optimisme basé sur la vitesse de l'année-lumière et nous montre le vide froid, brutal et mesurable de l'espace. Qui cette nécessité géométrique nous montre non seulement les distances, mais aussi la vérité la plus cruelle de l'univers. Car cette nécessité géométrique nous montre non seulement les distances, mais aussi la vérité la plus cruelle de l'univers. À quel point nous sommes réellement seuls.
Pour comprendre l'échelle de cette solitude, réfléchissez à nouveau. Si notre système solaire était un stade à Paris, l'étoile voisine la plus proche serait à Moscou. Entre les deux s'étendrait un néant absolu de 2500 km. Et ça, ce n'est que le pas de notre porte. Lorsque nous passons à des échelles plus grandes, la véritable horreur du parsec se révèle. C'est pourquoi les astronomes ont eu besoin d'une unité encore plus grande. Le kiloparsec, soit 1000 parsecs, ou 3260 années-lumière. À ce stade, votre cerveau commence à résister. Il abandonne les chiffres, car ce qui suit pulvérise toute intuition humaine. Notre Soleil se trouve à environ 8,3 kiloparsecs du centre de la Voie lactée. Pouvez-vous l'imaginer? Nous ne vivons pas au cœur de notre galaxie. Nous sommes en banlieue, dans un quartier extérieur tranquille, loin de là où les choses se passent. Et ce centre, c'est un lieu de chaos absolu. Là, siège Sagittarius, à étoile, un trou noir supermassif avec une masse 4,15 millions de fois supérieure à celle de notre Soleil. Un monstre qui dévore la matière et crache des jets de plasma s'étendant sur des milliers d'années-lumière. Mais ce qui est vraiment troublant, c'est que malgré cette distance relativement proche, il faudrait 460 millions d'années pour y arriver à la vitesse de Voyager 1. 460 millions d'années. Pensez à cette chronologie. Il y a 460 millions d'années, la vie complexe commençait à peine à ramper sur la terre ferme. Les premières forêts n'avaient pas encore poussé. Les poissons étaient les vertébrés dominants. Il n'y avait aucune créature plus grande qu'un petit amphibien à la surface de la Terre. Dans le temps nécessaire pour atteindre le centre de notre propre galaxie, avec la technologie actuelle, toute une saga évolutive pourrait se dérouler. Ce n'est plus une distance. C'est un mur de prison tissé de temps et d'espace. Mais peut-être que ce n'est qu'une question de temps. Peut-être que la technologie peut nous rendre plus rapides d'une manière ou d'une autre. Cette pensée nous amène à la deuxième vérité brutale de l'échelle du parsec, la physique de l'inaccessibilité. Disons que nous construisons un vaisseau capable d'atteindre 10% de la vitesse de la lumière. Ce serait le summum de l'ingénierie humaine. Même à cette vitesse, le voyage vers notre plus proche voisine, Proxima du Centaure, durerait 42 ans. Mais le vrai problème n'est pas là. L'énergie nécessaire pour accélérer un vaisseau de 1000 tonnes à 10% de la vitesse de la lumière équivaut à environ 107 milliards de tonnes de TNT. Ce chiffre est plus de 2000 fois supérieur à toute l'énergie nucléaire explosée dans l'histoire de l'humanité depuis l'invention des armes atomiques. Chaque essai nucléaire, chaque bombe, chaque réacteur jamais mis en service. Prenez toute cette énergie et multipliez-la par 9000. Les carburants chimiques sont ridiculement insuffisants pour cette tâche. La propulsion par antimatière, qui offre le plus haut rendement théorique, dresse un autre mur d'impossibilité. Actuellement, nous ne produisons que des nanogrammes d'antimatière par an dans tous les accélérateurs de particules du monde. Pour un voyage interstellaire, il nous faudrait des tonnes d'antimatière. Cela représente une augmentation de 20 ordres de grandeur par rapport à notre capacité de production actuelle. Si notre production actuelle était un seul grain de sable, le volume d'antimatière dont nous aurions besoin équivaudrait à des millions de fois le sable de toutes les plages de la Terre. Le parsec est une échelle impitoyable qui nous montre non seulement que l'univers est grand, mais que toute tentative de le traverser est punie par les lois fondamentales de la physique. Alors, si nous ne pouvons pas y aller, peut-être pouvons-nous parler? Nous pourrions communiquer en envoyant des signaux radio à la vitesse de la lumière. C'est ici que se révèle l'aspect final et le plus tragique de l'échelle du parsec.
l'insignifiance communicationnelle. Pensez à la nébuleuse d'Orion, la région de formation d'étoiles la plus proche de la Terre. Elle se trouve à environ 414 parsecs. Si nous envoyions aujourd'hui un message à une civilisation hypothétique, là-bas, il faudrait 2700 ans pour que la réponse nous revienne. 2700 ans. Dans ce laps de temps, l'Empire romain serait né d'une petite cité-État, aurait régné sur le monde connu pendant des centaines d'années, puis se serait complètement effondré. Le cycle de vie entier de l'une des plus grandes civilisations de l'histoire se serait achevé dans le temps nécessaire à notre message pour faire un simple aller-retour. Ce n'est pas une communication, c'est de l'archéologie, pas un dialogue entre êtres conscients, mais un échange d'échos s'étalant sur des millénaires. Le temps que vous receviez une réponse à votre question, la civilisation qui l'a posée pourrait être méconnaissable ou avoir complètement disparu. Un simple échange de bonjour et bonjour avec une civilisation à seulement 100 parsecs prendrait plus de 630 ans. C'est plus long que l'existence de la plupart des nations, que la stabilité de la plupart des langues. Le parsec, le kiloparsec, les besoins énergétiques, les délais de communication. Mais tous ces concepts nous ont appris une vérité fondamentale sur l'univers. Nous ne sommes pas seulement petits, nous sommes isolés en permanence. Nous avons des murs infranchissables, tissés de temps et d'espace, de physique et de géométrie. Et nous vivons à l'intérieur de ces murs. Mais maintenant, nous nous demandons, au-delà de cette prison théorique à ces distances inconcevables que nos télescopes peuvent atteindre, quelles sont les véritables découvertes que nous voyons? Quels indices l'univers nous donne-t-il sur sa propre structure? Et maintenant vient le vrai choc. Car lorsque nous avons tourné nos télescopes vers ce vide insondable, nous avons été confrontés à des réalités où nos théories étaient insuffisantes. Nos attentes ont été pulvérisées. Voici les découvertes, et elles changent absolument tout ce que nous pensions savoir sur l'univers. Le premier choc est venu de notre plus proche voisine, la galaxie d'Andromède. Elle fonce sur nous, à une vitesse de 110 km par seconde. Nous sommes sur une trajectoire de collision. Mais le vrai choc n'est pas là. Le vrai choc, c'est que cette collision ne sera pas vraiment une collision. Car lorsque deux galaxies fusionnent, l'écrasante majorité des étoiles se traverseront les unes les autres, sans jamais se toucher, comme des fantômes. Cela ne devrait pas arriver. Comment deux structures gigantesques peuvent-elles entrer en collision sans que leur contenu ne se touche? La raison réside dans cette vérité cruelle que nous avons apprise plus tôt, des parsecs de vide. Les galaxies ne sont pas des objets solides. Ce sont de minuscules îles de matière avec des océans colossaux entre elles. Si les étoiles étaient des balles de tennis, la distance entre elles serait de plusieurs milliers de kilomètres. C'est pourquoi, lorsque Andromède et la Voie lactée entreront en collision, cela ressemblera moins à deux rochers qui se heurtent qu'à deux essaims de moustiques qui volent l'un à travers l'autre. La plupart des moustiques ne se toucheront jamais. La plupart des étoiles ne s'approcheront jamais à moins de plusieurs années-lumière les unes des autres. Le vide gagne toujours. Et ce n'est que le début, car Andromède elle-même est une anomalie. Elle se trouve à 780 kiloparsecs de nous, soit 2,5 millions d'années-lumière. À la vitesse de voyager 1, il faudrait 57 milliards d'années pour y arriver. 57 milliards d'années. Et c'est environ 4 fois l'âge actuel de l'univers connu. L'univers pourrait naître et mourir, et notre sonde serait encore en chemin. Mais même cela n'est rien dans le grand schéma des choses. Car l'échelle de l'univers éclipse même les galaxies elles-mêmes.
Voici les amas de galaxies, des villes dans le vide, des structures abritant des milliers de galaxies, l'amas de la Vierge. Le plus grand amas proche de nous se trouve à 16,5 mégaparsecs. Il contient environ 1500 galaxies. Il est impossible de comprendre cette distance. Laissez-moi donc vous donner une mesure de temps. Si nous envoyions un signal radio à l'amas de la Vierge, aujourd'hui, il mettrait 54 millions d'années pour y arriver. Mais pendant que notre signal serait en route, de petits mammifères pourraient évoluer en baleines, en éléphants et finalement en humains. Toute la diversification de la vie mammifère pourrait se produire dans le temps nécessaire à un simple signal radio pour faire l'aller-retour. Cela semblait impossible. Mais l'univers nous réservait une autre surprise. Même ces villes n'étaient pas seules. Elles faisaient en partie d'une structure encore plus grande, les superamas, des structures colossales abritant des dizaines de milliers de galaxies. Le superamas de l'Aniakea, dont nous faisons partie, contient environ 100 000 galaxies. Il s'étend sur 160 mégaparsecs, 520 millions d'années-lumière. À l'intérieur de cette structure, notre Voie lactée, avec ses centaines de milliards d'étoiles, est un seul grain de sable dans une ville, un seul atome dans un océan. Et maintenant, la vraie folie commence. Car même ces structures ne sont pas les plus grandes de l'univers. Pensez au grand mur de Sloan, l'une des plus grandes structures connues dans l'univers. Un filament de galaxies s'étendant sur 428 mégaparsecs dans l'espace. C'est 1,4 milliard d'années-lumière. Traverser cette seule structure à la vitesse de la lumière prendrait des milliards d'années. C'est assez de temps pour que la vie multicellulaire complexe évolue à partir de zéro sur Terre. Il y a 1,4 milliard d'années, il n'y avait que de simples bactéries sur Terre. Pas de plantes, pas d'animaux, pas de cellules complexes. Et toute l'évolution aurait pu se produire dans le temps nécessaire à la lumière pour traverser cette seule structure cosmique. Cela ne devrait pas arriver. Aucun modèle ne permettait à une structure aussi gigantesque de se former si tôt. Mais elle était là. Et la découverte la plus terrifiante n'était même pas celle-ci. La plus terrifiante, c'était ce qu'il y avait entre ces murs gigantesques, ou plutôt ce qu'il n'y avait pas, les vides cosmiques, des régions presque entièrement dépourvues de galaxies, de 50 à 150 mégaparsecs de large. Le supervide du Bouvier a un diamètre d'environ 100 mégaparsecs. Il faut 330 millions d'années à la lumière pour traverser cette distance. La lumière qui nous parvient de ce vide transporte des informations d'une époque où les dinosaures n'avaient pas encore évolué. Et cette lumière est plus vieille que les dinosaures, plus vieille que les premiers mammifères, plus vieille que les premières fleurs. L'univers n'était pas seulement plein, il était aussi inconcevablement vide. Toutes ces découvertes pointaient vers une seule vérité. Tout ce que nous voyions, tout ce que nous comprenions, était incomplet. Les galaxies, les amas, les murs et les vides. Tout semblait être une anomalie. Il ne correspondait pas à nos modèles. Il dépassait nos attentes. Comment allions-nous expliquer cette architecture colossale? Qu'est-ce qui maintenait des structures si grandes ensemble et créait des vides si immenses? Y avait-il une erreur dans les lois de la physique? Ou y avait-il quelque chose que nous ne pouvions pas voir? Oh, car le vrai choc n'était pas seulement que ces structures existaient. Le vrai choc, c'était la façon dont elles se déplaçaient. Et ce mouvement était sur le point de révéler le secret le plus sombre de l'univers. C'était que l'univers ne faisait pas que s'étendre, il nous fuyait, et en le faisant, il accélérait. Cette seule découverte a tout changé.
L'univers ne faisait pas que s'étendre. Il s'arrachait à nous, et à une vitesse croissante. Cette découverte a été faite grâce au phénomène du décalage vers le rouge. La lumière des objets lointains s'étire avec l'expansion de l'espace, ce qui décale la couleur de la lumière vers l'extrémité rouge du spectre, Fromé. Les scientifiques ont remarqué que le décalage vers le rouge des galaxies les plus lointaines était bien plus important qu'il n'aurait dû l'être. Cela signifiait qu'elles ne s'éloignaient pas seulement de nous, mais que leur vitesse d'éloignement augmentait constamment. Cela ne devrait pas arriver. La gravité aurait dû ralentir l'expansion de l'univers, peut-être même l'arrêter. Mais c'était le contraire qui se produisait. Il y avait une force mystérieuse et répulsive qui accélérait l'expansion de l'univers. Ils ont appelé cette force énergie sombre, car ils ne savaient pas ce que c'était. Ils ne pouvaient que voir son effet. Cet effet est mesuré par la constante de Hubble, le taux d'expansion universel, environ 69 km par seconde pour chaque mégaparsec de distance. Non, cela signifie qu'une galaxie à un mégaparsec de vous s'éloigne à 69 km par seconde. Une galaxie à 2 mégaparsecs s'éloigne à 138 km par seconde. Cette augmentation continue à l'infini. C'est pourquoi, au-delà d'environ 4200 mégaparsecs, les galaxies s'éloignent de nous plus vite que la lumière. Oui, vous avez bien entendu, plus vite que la lumière. Comment est-ce possible? La loi d'Einstein n'est-elle pas violée? Non, car les objets ne se déplacent pas dans l'espace plus vite que la lumière. C'est l'espace lui-même entre nous qui s'étend plus vite que la lumière. Cette situation définit l'horizon de l'univers, l'horizon de Hubble. Tout ce qui se trouve au-delà de cet horizon est perdu pour nous pour toujours. La lumière de là-bas ne nous atteindra jamais. Donc, car la distance intermédiaire augmente plus vite que la lumière ne peut la parcourir. Cette découverte a changé à jamais la signification du parsec. Le parsec n'était plus seulement une unité de distance, c'était une limite qui montrait quelle partie de l'univers nous était fermée pour l'éternité. Le rayon de l'univers observable est d'environ 14 000 mégaparsecs. Mais les galaxies au-delà de cet horizon, bien qu'elles existent, sont en fait inexistantes pour nous. Nous ne pourrons jamais les atteindre. Nous ne pourrons jamais les voir. Pour toujours. Mais les chocs que l'univers nous réservait n'étaient mal à pas terminés, car il devait y avoir autre chose qui empêchait cette accélération et la dispersion des amas de galaxies. La matière que nous voyons n'était pas suffisante. C'est pourquoi les scientifiques ont proposé un autre composant mystérieux, la matière noire. Une matière que nous ne pouvons ni voir ni toucher, dont nous ne ressentons que les effets gravitationnels. En étudiant les vitesses de rotation des galaxies, ils ont réalisé que la masse des étoiles et du gaz qu'ils voyaient n'était pas suffisante pour maintenir la galaxie ensemble. Les galaxies tournaient si vite par rapport à leur matière visible qu'elles auraient dû se disloquer depuis longtemps. Mais elles ne se disloquaient pas, car il y avait un squelette gravitationnel invisible qui les maintenait ensemble. C'était la matière noire. Les calculs étaient choquants. Environ 85% de toute la matière dans l'univers était de la matière noire. Tout ce que nous voyons touchons ce qui constitue les étoiles. Les planètes et nous-mêmes n'étaient que 15% du contenu total de matière de l'univers. Nous n'étions qu'une petite minorité de l'univers. Le reste était sombre. Et sans cette matière noire, ni les galaxies, ni les amas de galaxies ne pourraient exister. Les simulations informatiques montrent que sans ce squelette invisible de matière noire, les galaxies ne se seraient jamais formées. Notre existence dépendait de quelque chose que nous ne pouvions pas voir.
Et le coup de grâce est arrivé. Lorsque nous avons combiné l'énergie sombre et la matière noire, la composition de l'univers est apparue. Et c'est un tableau qui résume de la manière la plus douloureuse la place de l'humanité dans le cosmos. Notre univers est composé d'environ 68% d'énergie sombre, 27% de matière noire et seulement 5% de matière normale que nous connaissons. Seulement 5%. 95% de l'univers est composé de choses qui nous sont totalement étrangères, invisibles et incompréhensibles. Tout ce que nous voyons n'est même pas une simple particule de mousse dans un océan gigantesque. Ces découvertes ont montré que l'univers n'est pas seulement grand vide et cruel. Elles ont aussi montré qu'il est fondamentalement étranger. Un endroit totalement contraire à nos expériences, à nos intuitions. L'énergie sombre déchire l'univers. La matière noire essaie de le maintenir ensemble. Et nous sommes au milieu de cette guerre cosmique, une particule de poussière insignifiante ne représentant que 5% de l'univers. Les parsecs nous ont montré non seulement la distance, mais aussi l'échelle de notre ignorance. Ils nous ont montré à quel point nous savons peu de choses et combien de choses nous ne pouvons pas comprendre. Alors, comment cela fonctionne-t-il? Qu'est-ce que l'énergie sombre exactement? Quelle est la structure de la matière noire? Comment ces deux forces gigantesques et invisibles façonnent-elles le destin de l'univers? Comment rendent-elles possible ces structures inconcevables, ces vitesses impossibles que nous voyons? Nous savons maintenant ce que nous avons trouvé. Oh mais, maintenant vient la question la plus difficile. Quelle est exactement la physique derrière ces mécanismes? Et comment? Mais quelle est exactement la physique derrière ces mécanismes? Et comment fonctionne-t-il? Passons maintenant des découvertes choquantes à la technique élégante, mais impitoyable, qui les a rendues possibles. Car l'unité du parsec elle-même n'est pas seulement un résultat, c'est aussi le produit d'un processus ingénieux. Il est temps de comprendre comment est fabriquée la clé que nous utilisons pour percer les secrets de l'univers. Examinons maintenant les détails. Tout commence par un principe fondamental. La parallaxe, c'est la plus grande règle de l'univers. Pour comprendre ce mécanisme, faisons une simple expérience de pensée. Tenez un stylo à bout de bras. C'est regardez-le d'abord avec votre œil gauche, puis avec votre œil droit. Vous remarquerez que le stylo se déplace par rapport à l'arrière-plan. Votre cerveau utilise ces images légèrement différentes de vos deux yeux pour calculer instantanément la distance qui vous sépare du stylo. C'est exactement ce que font les astronomes, mais à une échelle beaucoup plus grande. Au lieu de leurs yeux, ils utilisent l'orbite de la Terre. Ils regardent une étoile en janvier. 6 mois plus tard, en juillet, lorsque la Terre s'est déplacée de l'autre côté de son orbite à environ 300 millions de kilomètres, ils regardent à nouveau la même étoile. Cette distance énorme entre les deux points d'observation leur permet de mesurer de combien l'étoile s'est déplacée par rapport aux étoiles plus lointaines. Cet angle de déplacement, l'angle de parallaxe, est incroyablement petit. Et c'est là que la définition du parsec entre en jeu. Un parsec est la distance d'un objet dont l'angle de parallaxe est exactement d'une seconde d'arc. Rappelons-nous à quel point une seconde d'arc est petite, un 3/1000 de degré. Cela équivaut à l'angle créé par une pièce de monnaie à 2 km de distance. C'est pourquoi cette méthode doit être incroyablement précise pour mesurer les distances de l'univers. Cette technique est la plus fiable, car elle est basée directement sur la géométrie. Elle ne repose pas sur des hypothèses, mais sur une observation directe. Elle n'utilise pas la vitesse et le temps comme l'année-lumière, mais les règles fondamentales du triangle. C'est pourquoi
C'est l'étalon or pour les astronomes. Mais la méthode de la parallaxe a une limite. Lorsque l'étoile est très loin de nous, l'angle de parallaxe devient si petit qu'il devient impossible à mesurer. À ce stade, nous avons besoin d'un autre mécanisme, les chandelles standards. Une chandelle standard est un objet céleste dont nous connaissons exactement la luminosité, tout comme une ampoule de 100 watts. Si vous savez qu'une ampoule fait 100 watts, vous pouvez estimer sa distance en regardant à quel point elle semble faible. Si elle est très faible, elle est loin. Si elle est très brillante, elle est proche. Les astronomes recherchent de telles ampoules cosmiques dans l'univers. L'une des plus célèbres est l'étoile variable Céphéide. Mais ces étoiles brillent et s'assombrissent à intervalles réguliers et leur période de pulsation est directement liée à leur luminosité absolue. Plus la période est longue, plus l'étoile est brillante. C'est pourquoi, en mesurant la vitesse de pulsation d'une céphéide, nous pouvons calculer sa luminosité réelle. Ensuite, nous comparons cette information à la luminosité apparente que nous observons avec nos télescopes. La différence nous donne la distance de l'étoile et donc de la galaxie dans laquelle elle se trouve. Cette méthode nous permet d'atteindre des distances bien au-delà des limites de la parallaxe des dizaines de millions d'années-lumière. C'est exactement la méthode qu'Edwin Hubble a utilisée pour prouver qu'Andromède était une autre galaxie en dehors de la Voie lactée et pour découvrir que l'univers est en expansion. Car ces chandelles standards nous permettent de connaître non seulement la distance, mais aussi le mouvement des objets à cette distance. Pourtant, même les céphéides deviennent insuffisantes à un certain point. Il devient impossible de voir des étoiles individuelles dans des galaxies très lointaines. C'est pourquoi les astronomes se tournent vers une chandelle standard, encore plus brillante, les supernovae de type 1A. Ces supernovae sont l'un des événements les plus violents de l'univers et se produisent presque toujours de la même manière. Une étoile naine blanche aspire de la matière à une étoile compagne. Lorsque sa masse atteint une limite critique environ 1,44 fois la masse du Soleil, elle ne peut plus supporter son propre poids et s'autodétruit dans une formidable explosion thermonucléaire. Cette limite de masse critique est connue sous le nom de limite de Chandrasekhar. Comme cette limite est toujours la même, la luminosité résultant de l'explosion est aussi presque toujours la même. Cela fait d'une supernova de type I à une chandelle standard incroyablement fiable, capable d'être aussi brillante qu'une galaxie entière. Nous pouvons les voir même à des milliards d'années-lumière de distance. Ce mécanisme est la technique clé qui a permis la découverte de l'énergie sombre. Car lorsque les scientifiques ont mesuré la luminosité des supernovas les plus lointaines, ils ont remarqué qu'elles étaient plus faibles qu'elles n'auraient dû l'être. Cela montrait qu'elles ne s'éloignaient pas seulement de nous, mais que l'expansion de l'espace intermédiaire accélérait, rendant leur lumière encore plus difficile à nous atteindre. Ces supernovae sont les phares les plus lointains que nous utilisons pour comprendre le destin de l'univers. Car leur lumière nous dit non seulement où elles sont, mais aussi à quelle vitesse elles s'éloignent. Ces trois mécanismes, la parallaxe, les céphéides et les supernovae de type 1, forment ensemble l'échelle des distances cosmiques. Chaque barreau est construit sur le précédent, nous emmenant de plus en plus profondément dans l'univers. Avec la parallaxe, nous mesurons la distance des étoiles proches. En trouvant des céphéides parmi ces étoiles, nous calibrons leur luminosité. Puis, en trouvant ces céphéides calibrés dans des galaxies plus lointaines, nous mesurons leur distance. Et en trouvant des supernovae de type 1 qui explosent dans ces galaxies, nous atteignons le barreau le plus élevé de l'échelle
et les coins les plus reculés de l'univers. C'est un système ingénieux et interconnecté. Mais même cette échelle ne nous donne qu'un instantané. Pour comprendre plus profondément le passé et la structure de l'univers, nous avons besoin d'un autre outil, d'un autre mécanisme. Et ce mécanisme vient de la lumière elle-même, de sa propriété la plus fondamentale. C'est le décalage vers le rouge. Ah mais, ce n'est pas un simple changement de couleur. C'est un code qui écrit l'histoire de l'univers. Alors, comment ce code fonctionne-t-il et que nous dit-il sur les plus grands secrets de l'univers? Car la vraie histoire ne réside pas seulement dans la mesure de la distance, mais aussi dans la compréhension de la façon dont cette distance change avec le temps. Et c'est pourquoi le décalage vers le rouge n'est pas un simple changement de couleur. C'est un code qui écrit l'histoire de l'univers. Pour comprendre comment ce code fonctionne, pensez à une sirène d'ambulance. Lorsque l'ambulance s'approche de vous, les ondes sonores se compressent et le son devient plus aigu. Lorsqu'elle s'éloigne, les ondes sonores s'étirent et le son devient plus grave. C'est l'effet Doppler, car la lumière est aussi une onde et le même effet s'applique à elle. Lorsqu'une galaxie s'éloigne de nous, les ondes lumineuses qu'elle émet s'étirent. Cet étirement allonge la longueur d'onde de la lumière et décale sa couleur vers l'extrémité rouge du spectre. Par conséquent, en mesurant à quel point la lumière d'une galaxie est décalée vers le rouge, nous pouvons calculer précisément à quelle vitesse elle s'éloigne de nous. C'est une méthode qui confirme et va même au-delà des plus hauts barreaux de l'échelle des distances cosmiques. Car ce mécanisme nous donne non seulement la vitesse, mais aussi le taux d'expansion de l'univers dans le passé. Lorsque nous analysons la lumière d'une galaxie située à 13,4 milliards d'années-lumière, nous voyons non seulement sa vitesse actuelle, mais aussi de combien l'univers s'est étendu pendant les milliards d'années qu'il a fallu à la lumière pour nous atteindre. Par exemple, une galaxie avec un décalage vers le rouge de Z égale 1 s'éloigner de nous à environ 240 000 km par seconde, lorsque sa lumière nous est parvenue, soit 80% de la vitesse de la lumière. Cette mesure est la donnée la plus fondamentale pour comprendre l'âge, la taille et le destin final de l'univers. Car le décalage vers le rouge nous prouve que l'univers est un endroit dynamique, changeant et en constante évolution. Mais il manque une autre pièce à cette histoire. Comment ces structures gigantesques que nous voyons, ces amas et superamas de galaxies, se sont-ils formés? La gravité seule n'aurait pas pu rassembler des structures aussi grandes, aussi rapidement. C'est là qu'intervient un autre mécanisme qui étudie les événements les plus violents et puissants de l'univers. Les ondes gravitationnelles. Prédites par Albert Einstein. Il y a plus d'un siècle, ces ondes sont des ondulations dans le tissu de l'espace-temps. Tout comme les cercles créés par une pierre jetée dans l'eau lorsque les objets les plus massifs de l'univers, les trous noirs et les étoiles à neutrons, tournent les uns autour des autres ou entrent en collision. Ils courbent et font onduler l'espace-temps. Ces ondes se propagent dans tout l'univers à la vitesse de la lumière, jusqu'à leur détection directe pour la première fois en 2015 par l'observatoire LIGO. Ces ondes n'existaient que sur le papier. Mais après cette détection, tout a changé, car les ondes gravitationnelles nous ont offert une toute nouvelle façon de voir l'univers. Contrairement aux télescopes basés sur la lumière, ces ondes ne peuvent pas être bloquées par des nuages de poussière et de gaz. Ce sont des échos qui nous parviennent directement du cœur des événements les plus sombres et les plus violents de l'univers. Par exemple, les premières ondes détectées en 2015 provenaient de 2 trous noirs,
en collision à 410 mégaparsecs de nous. Lors de cette collision, une énergie équivalente à 3 masses solaires a été convertie en pures ondes gravitationnelles en moins d'une seconde. Et en analysant la fréquence et l'amplitude de ces ondes, nous pouvons calculer avec une précision incroyable la masse des trous noirs, en collision leur vitesse de rotation et la manière exacte dont la collision s'est produite. Ce mécanisme est d'une importance capitale pour comprendre la matière noire et la formation de la structure à grande échelle de l'univers. Car il nous donne des informations directes sur la distribution de masse au-delà de la matière visible. Et enfin, nous devons regarder la plus ancienne lumière de l'univers, son écho le plus fondamental. Le fond diffus cosmologique, CMB. C'est la chaleur résiduelle du Big Bang. Lorsque l'univers n'avait que 380 000 ans, il était si chaud et si dense que la lumière ne pouvait pas circuler librement. Mais, à mesure que l'univers s'est étendu et refroidi, les protons et les électrons se sont combinés pour former les premiers atomes, et l'univers est devenu transparent. La lumière libérée à ce moment-là. Les photons voyagent dans l'univers depuis lors, soit depuis environ 13,8 milliards d'années. Aujourd'hui, nous détectons cette lumière comme une faible lueur de micro-ondes provenant de toutes les directions du ciel. Ce rayonnement est la photo de l'univers à l'état de bébé. Mais cette photo n'est pas lisse. Elle présente de minuscules fluctuations de température. Ces fluctuations sont les traces des fluctuations quantiques des premiers instants de l'univers. Les différences de densité de l'époque étaient les germes des structures gigantesques d'aujourd'hui. Les régions plus denses, grâce à la gravité, ont attiré plus de matière et ont formé avec le temps les galaxies, les amas de galaxies et les superamas. Les régions moins denses se sont transformées en les immenses vides cosmiques d'aujourd'hui. En analysant la carte du CMB, nous pouvons mesurer la composition exacte de l'univers avec une précision incroyable. Ces mesures nous disent que l'univers est composé de 68% d'énergie sombre, 27% de matière noire et seulement 5% de matière normale. C'est la pierre angulaire de notre modèle de l'univers, confirmant les résultats obtenus par toutes les autres méthodes. Car le CMB nous montre non seulement ce qui est, mais aussi comment tout a commencé. La parallaxe, les chandelles standards, le décalage vers le rouge, les ondes gravitationnelles et le fond diffus cosmologique. Ces mécanismes nous ont donné le pouvoir de comprendre l'univers. Ils nous ont appris les distances, les mouvements, la composition et l'histoire de l'univers. Ils nous ont emmenés de notre petite planète aux confins de l'univers au début des temps. Mais ce qui est vraiment passionnant, c'est où les découvertes que nous avons faites en utilisant ces outils nous ont menés. Car toutes ces connaissances techniques, tous ces mécanismes élégants nous mènent à une seule conclusion. L'univers est un endroit bien plus étrange, bien plus violent et bien plus dynamique que nous ne l'avions imaginé. Et maintenant, armés de ces outils, nous sommes prêts à assister aux événements les plus dramatiques de l'univers, à ses plus grands monstres et à ses moments les plus choquants. Car nous atteignons maintenant le point culminant. Et maintenant, le vrai miracle arrive. Car tous ces outils, toutes ces techniques nous préparaient à un seul moment. Le moment où nous avons tourné nos yeux vers les profondeurs de l'univers, vers l'aube des temps. Et ce que nous y avons vu n'a pas seulement dépassé nos attentes, il les a pulvérisées. Une série de découvertes qui ont réécrit les livres de physique, qui ont fondamentalement ébranlé tout ce que nous pensions savoir sur la place de l'humanité dans le cosmos. Nous atteignons maintenant le point culminant. C'est le moment d'affronter les plus grands monstres de l'univers, ces événements les plus incroyables.
et ses secrets les plus profonds. Attachez vos ceintures, car ce qui suit va être vertigineux. Voici les quasars. C'était impossible, mais c'était réel. Ce que nous voyions n'était pas une étoile. C'était le cœur d'une galaxie, mais pas un cœur normal, un cœur cannibale. Les objets les plus brillants de l'univers. Un seul quasar peut émettre plus d'énergie que des milliards de soleils. Tout était concentré dans une région plus petite que notre système solaire. Comment était-ce possible? Cela se produisait lorsque les trous noirs supermassifs au centre des jeunes galaxies dévoraient activement de la matière. Les quasars les plus lointains se trouvent à plus de 9000 mégaparsecs de nous. Nous les voyons tels qu'ils étaient lorsque l'univers avait moins d'1 milliard d'années. C'est une lumière vieille de plus de 13 milliards d'années. L'énergie émise par ces quasars est si colossale que si nous en placions un à la place de notre Soleil, son rayonnement vaporiserait instantanément chaque planète, chaque astéroïde à des centaines d'années-lumière à la ronde. La matière, en tombant dans ces monstres, est accélérée à une vitesse proche de celle de la lumière et éjectée sous forme de jets de plasma gigantesques s'étendant sur des millions d'années-lumière. Ces jets sont encore plus grands que leurs propres galaxies hôtes. Cela ne devrait pas arriver. Aucune théorie ne pouvait expliquer comment des trous noirs aussi massifs avaient pu se former si tôt dans l'histoire de l'univers. Il n'y avait pas assez de temps pour qu'ils grandissent. Mais ils étaient là, brillants sous nos yeux. Le monde scientifique était sous le choc. Les quasars ont fondamentalement ébranlé nos théories sur la formation des galaxies. Ils nous ont montré que les débuts de l'univers étaient bien plus violents, bien plus rapides et bien plus vivants que nous ne le pensions. Mais il y avait encore plus grand. Les radiogalaxies, les grands frères des quasars. Comme Hercule A, une galaxie abritant en son centre un trou noir de 2,5 milliards de masses solaires. Mais le vrai choc n'est pas là. Le vrai choc, ce sont les jets émis par ce trou noir. Ces jets de plasma s'étendent sur 1,5 million d'années-lumière dans l'espace. C'est 15 fois la taille de notre Voie lactée. Une seule structure, et une structure gigantesque créée par un trou noir. Et maintenant, regardez Alcyonus, la plus grande radiogalaxie connue. Ses lobes d'émission radio s'étendent sur 5 mégaparsecs dans l'espace. C'est 16,3 millions d'années-lumière. Cette structure est plus grande que de nombreux amas de galaxies. L'énergie nécessaire pour créer ces structures équivaut à la conversion totale de millions de masses solaires en rayonnement pur sur des millions d'années. Comment est-ce possible? Comment un seul trou noir peut-il créer des structures de plusieurs dizaines de millions d'années-lumière de large? Ces signaux parcourent de si grandes distances qu'il leur faut des dizaines de millions d'années pour traverser leur propre structure de bout en bout. Ces échelles défiaient les limites de l'esprit humain. Ces découvertes ont prouvé que les trous noirs ne sont pas seulement des objets passifs qui avalent de la matière, mais aussi les plus grands architectes de l'univers. Ce sont des moteurs cosmiques qui façonnent l'espace intergalactique, déplaçant la matière à des échelles colossales. Et nous commençons à peine à comprendre leur puissance, et juste au moment où nous pensions avoir vu les plus grandes structures, nous avons rencontré la plus grande violence. Pour la première fois dans l'histoire, nous avons entendu un écho. Mais ce n'était pas l'écho d'un son, c'était l'écho de l'espace-temps lui-même. En 2015, LIGO a détecté les premières ondes gravitationnelles. Ce fut le début d'une nouvelle ère dans l'histoire de l'humanité. Le signal provenait de 2 trous noirs en collision à 410 mégaparsecs de distance, soit à 1,3 milliard d'années-lumière. Ces 2 monstres, chacun des dizaines de fois plus massifs que le Soleil, se sont approchés en spirale, tournant l'un autour de l'autre.
des milliers de fois par seconde. Au moment final de la fusion, ils sont entrés en collision à la moitié de la vitesse de la lumière. Cette collision, en moins d'une seconde, a converti une énergie équivalente à 3 masses solaires en pures ondes gravitationnelles se propageant dans l'espace-temps. L'énergie libérée dans ce seul événement était supérieure à l'énergie totale émise par toutes les étoiles de l'univers observables au même instant. L'explosion la plus puissante de l'histoire. Et nous l'avons entendu. Cet événement s'est produit à une époque où la vie multicellulaire complexe commençait à peine à évoluer sur Terre. Les ondes de cette catastrophe antique ont voyagé dans l'espace pendant 1,3 milliard d'années. Et juste au moment où l'humanité a développé la technologie pour les détecter, elles ont atteint nos détecteurs. Cela ne devrait pas arriver. Einstein avait raison. Mais il n'avait même pas pu imaginer un univers aussi violent. Cette découverte nous a montré que même les événements les plus violents de l'univers laissent un écho. Et nous pouvions désormais écouter ces échos. La symphonie sombre de l'univers. Mais le vrai choc n'était pas encore arrivé. Car il manquait quelque chose n'allait pas. 95% de l'univers était manquant. Et puis, nous l'avons trouvé. Ou plutôt, nous avons trouvé ce que nous ne trouvions pas. Ce fut la découverte la plus bouleversante de tous les temps. Seulement 5% de l'univers était de la matière normale. Tout ce que vous voyez, les étoiles, les planètes, vous, moi, tout cela ne représente que 5% de l'univers. Qu'était le reste? Lorsque les scientifiques ont mesuré les vitesses de rotation des galaxies, ils ont réalisé que la gravité de la matière qu'ils voyaient n'était pas suffisante pour les maintenir ensemble. Les galaxies auraient dû se disloquer depuis longtemps. Mais elles ne se disloquaient pas, car il y avait une masse invisible qui les maintenait ensemble, la matière noire, 27% de l'univers. Et puis, en regardant les supernovae les plus lointaines, ils ont découvert que l'expansion de l'univers ne ralentissait pas, mais au contraire, elle accélérait. Ils ont appelé ce qui causait cette accélération l'énergie sombre. 68% de l'univers. Comment est-ce possible? 95% de notre univers est composé de choses que nous ne pouvons ni voir, ni toucher, dont nous ne savons pas ce qu'elles sont. C'est le plus grand mystère de l'histoire de la science. Ce n'est pas seulement une théorie, c'est un fait prouvé à maintes reprises par d'innombrables observations. Nous ne sommes qu'un ornement de l'univers, une fine couche. Le véritable univers est sombre, et nous vivons dans cette obscurité. Et cette découverte a changé non seulement l'astronomie, mais toute la philosophie, notre vision de la religion, la place de l'humanité dans l'univers de manière fondamentale. Nous n'étions plus au centre, nous n'étions même plus importants. Juste une erreur statistique de 5% de l'univers. Les quasars, les radiogalaxies, les ondes gravitationnelles et l'univers sombre. Chacun d'eux était une révolution en soi. Mais, tous ensemble, ils nous disent une seule chose. L'univers est beaucoup plus grand, beaucoup plus violent, beaucoup plus étranger et beaucoup plus sombre que nous ne l'avions imaginé. Et nous, dans ce cosmos gigantesque, chaotique et incompréhensible, nous ne sommes qu'une minuscule particule de lumière. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car ces découvertes nous montrent non seulement à quel point nous sommes petits, mais aussi à quel point nous sommes spéciaux. Alors, quelle est notre place au milieu de toute cette obscurité, de toute cette violence et de toute cette absurdité? Que signifient finalement toutes ces découvertes pour notre existence? Car la plus grande question reste sans réponse. Car la plus grande question restait
sans réponse. Et la réponse à cette question allait nous emmener au plus profond de l'univers, au début des temps, à l'inconcevable lui-même. Car toutes ces découvertes nous préparaient à une confrontation finale avec les trous noirs eux-mêmes, mais pas n'importe quel trou noir, avec la photo d'un monstre, pour la première fois dans l'histoire. L'humanité a imagé l'horizon des événements d'un trou noir. C'était impossible, mais le télescope Event Horizon l'a fait. Au terme d'un effort mondial de plusieurs années, des radiotélescopes du monde entier ont été combinés pour créer un observatoire virtuel de la taille de la planète. Et cet œil a été tourné vers la galaxie M87, au cœur de l'amas de la Vierge, à 16,8 mégaparsecs, à 55 millions d'années-lumière. Et là, au centre, ils l'ont trouvé. Un monstre de 6,5 milliards de masse solaire, 1500 fois plus grand que Sagittarius, A étoile. Ce trou noir est si gigantesque que tout notre système solaire pourrait tenir confortablement à l'intérieur de son horizon des événements. Ce que nous avons vu n'était pas le trou noir lui-même, car il est par définition invisible. Ce que nous avons vu, c'était son ombre. L'anneau brillant formé par le plasma surchauffé, tournant à une vitesse proche de celle de la lumière autour de l'horizon des événements. La température de ce plasma atteignait des milliards de degrés. Et cet anneau nous montrait directement pour la première fois comment l'espace-temps lui-même était courbé par cette masse colossale. C'était la preuve la plus spectaculaire de la théorie de la relativité générale d'Einstein dans les conditions les plus extrêmes. Comment était-ce possible? Comment un télescope de la taille de la Terre a-t-il pu être construit? Des pétaoctets de données provenant de télescopes sur différents continents ont été synchronisés avec des horloges atomiques et combinés pour former une seule image. C'était une victoire du génie technologique et collaboratif de l'humanité. Là, le monde scientifique retenait son souffle. Et lorsque l'image a été publiée, il y a eu un moment de pause dans le monde entier. Il était là, le portrait d'un monstre, le moment où l'humanité a regardé directement l'un des secrets les plus fondamentaux de l'univers. Cette image a transformé les trous noirs d'une curiosité théorique en objets observables et réels. Mais les surprises que l'univers nous réservait n'étaient pas terminées, car nous avons appris que les trous noirs n'existaient pas seulement, mais qu'ils dansaient aussi. Et à la fin de cette danse se produisait l'un des moments les plus violents de l'univers. Les fusions d'étoiles à neutrons. Ces objets, qui possèdent la matière la plus dense de l'univers, sont les noyaux atomiques géants restants des explosions de supernovas. Une seule cuillère à café de matière d'étoiles à neutrons pèserait plus que le mont Everest. Et en 2017, les observatoires LIGO et Virgo ont détecté pour la première fois dans l'histoire les ondes gravitationnelles provenant de la fusion de deux étoiles à neutrons. Le signal venait de 40 mégaparsecs, soit environ 130 millions d'années-lumière. Ces deux étoiles, chacune de la taille d'une ville, mais plus massive que le Soleil, ont spiralé vers la mort, tournant l'une autour de l'autre des centaines de fois par seconde. Et finalement, elles sont entrées en collision. Cette collision, en plus des ondes gravitationnelles, a également émis une formidable explosion de lumière dans l'univers. Une kilonova. C'était une première dans l'histoire de l'astronomie. Car pour la première fois, nous avons à la fois entendu un événement avec les ondes gravitationnelles et vu avec les télescopes. C'était la naissance de l'astronomie multi-messager. Comment est-ce possible? Au moment de la collision, une usine à éléments s'est formée où une grande partie de tous les éléments lourds de l'univers, l'or, le platine, l'uranium, a été forgée. L'or dans votre corps, dans vos bijoux,
a été créé au cœur de deux étoiles à neutrons en collision il y a des milliards d'années. Cette découverte a répondu à l'une des questions les plus fondamentales sur l'origine des éléments chimiques. Le monde scientifique a été une fois de plus secoué. Nous ne regardions plus seulement l'univers, nous l'écoutions aussi. Et ce que nous entendions, c'était à quel point l'univers est un endroit créatif et en même temps violent. Et puis, nous avons regardé au plus profond, au plus ancien, au commencement de tout. Le télescope spatial James Webb, le nouvel œil de l'humanité dans l'espace. Et cet œil a regardé l'aube des temps. Et là, il a trouvé des galaxies qui ne devraient pas exister. Des galaxies qui existaient seulement 300 millions d'années après le Big Bang. C'était impossible. Selon nos modèles, il n'y avait pas assez de temps à cette époque précoce de l'univers pour que des galaxies aussi grandes et aussi développées se forment. Mais des galaxies comme JADES GSZ 13.0 étaient là. Leur lumière avait voyagé pendant plus de 13,4 milliards d'années pour nous parvenir. Ces galaxies étaient aussi brillantes que la Voie lactée, mais seulement 1/100 de sa taille. Elles abritaient des milliards d'étoiles. Comment était-ce possible ? Cela signifiait que la formation des galaxies s'était produite beaucoup plus rapidement que nous ne le pensions. Ou alors, les premières étoiles de l'univers étaient beaucoup plus grandes, beaucoup plus brillantes et avaient une durée de vie beaucoup plus courte que ce que nos théories prévoyaient. Les étoiles de population 3. Ces étoiles monstrueuses composées d'hydrogène et d'hélium pur pouvaient avoir des centaines de fois la masse du Soleil et exploser en supernova en quelques millions d'années, seulement ensemençant l'univers avec les premiers éléments lourds. Or, cette découverte de Webb a ébranlé l'un des piliers les plus fondamentaux de la cosmologie. Les modèles de formation des galaxies se sont effondrés. Les scientifiques ont dû tout repenser. Les premiers moments de l'univers n'étaient pas un processus lent et graduel comme nous le pensions. Au contraire, c'était un baby-boom galactique violent, rapide et chaotique. La photo des trous noirs, la fusion des étoiles à neutrons et les galaxies impossibles à l'aube des temps. Ces découvertes sont les plus grandes réalisations scientifiques de l'humanité au cours de la dernière décennie. Chacune a fondamentalement changé notre compréhension de l'univers. Elles nous ont montré que l'univers n'est pas seulement grand et vide, mais aussi un endroit incroyablement actif, violent et en constante évolution. Mais, maintenant, après toute cette vitesse vertigineuse et ces moments épiques, il est temps de s'arrêter et de réfléchir. Au-delà de tous ces chiffres, de toutes ces distances et de toute cette violence, que signifient ces découvertes pour nous, pour l'humanité? Quelle est notre place dans cet univers sombre, indifférent et d'une immensité écrasante? Car derrière toutes ces vérités scientifiques se cache la question la plus profonde et la plus personnelle. Qui sommes-nous et quel est le sens de tout cela? Et maintenant, nous sommes confrontés à la question la plus importante. Au milieu de toute cette obscurité, de toute cette violence et de toute cette absurdité, quelle était notre place? Que signifient finalement toutes ces découvertes pour notre existence? Car après toute cette vitesse vertigineuse et ces moments épiques, il est temps de s'arrêter et de réfléchir. Il est temps de mettre de côté les chiffres, les distances et les théories et de tourner le miroir vers nous-mêmes. Dans cet univers immense, indifférent et écrasant, quel peut être le sens de notre minuscule existence? Il n'y a pas de réponse facile à cette question, mais la réponse se cache peut-être dans les paradoxes les plus profonds que l'univers nous offre. Le premier paradoxe est le suivant. Nous pouvons tout comprendre
mais nous ne pouvons aller nulle part. C'est la plus grande tragédie de l'humanité et en même temps sa plus grande victoire. D'un côté, notre esprit a un pouvoir incroyable. Nous pouvons appréhender l'univers observable de 14 000 mégaparsecs de large. Nous pouvons calculer mathématiquement depuis nos fauteuils la courbure de l'espace-temps autour d'un trou noir de 6,5 milliards de masses solaires. Nous pouvons remonter les 13,8 milliards d'années d'histoire de l'univers jusqu'à quelques secondes seulement après le Big Bang. Mais, de l'autre côté, nos corps physiques ont une limite impitoyable. Nous sommes confinés à cette planète et à son voisinage immédiat. Il nous faudrait 73 000 ans pour atteindre l'étoile la plus proche avec notre vaisseau spatial le plus rapide. C'est une réalité tragique. L'univers est comme un immense musée rempli d'œuvres inestimables. Mais nous sommes enfermés dans une seule pièce de ce musée. Nous ne pouvons que voir les merveilles des autres salles à travers une vitre. Nous ne pourrons jamais les toucher, car nous ne pourrons jamais respirer l'air de ces galaxies lointaines. Nous ne pourrons jamais nous réchauffer à la lumière de ces étoiles impossibles. Nous sommes les prisonniers de l'infini. Mais c'est précisément là que le retournement spectaculaire commence. Car oui, nos corps sont peut-être prisonniers, mais nos esprits sont libres. Partout où nous ne pouvons pas aller physiquement, nous pouvons voyager avec nos pensées, nos mathématiques et notre imagination. Comprendre, c'est une forme d'atteinte. Lorsque nous comprenons comment fonctionne un quasar, nous avons fait un voyage jusqu'à son cœur à des milliards d'années-lumière. Lorsque nous entendons l'écho des ondes gravitationnelles, nous avons été témoins de la danse mortelle de deux trous noirs. Vous faites partie de ce paradoxe. Vous êtes un être vivant sur cette petite planète avec un corps limité. Mais votre esprit peut s'étendre jusqu'aux confins de l'univers. Chaque livre que vous lisez, chaque équation que vous apprenez, entr'ouvre la porte d'une nouvelle salle de ce musée inaccessible. Vous êtes un explorateur assis dans sa maison qu'il ne pourra jamais quitter physiquement. Et c'est peut-être la plus belle façon d'exister. Le deuxième paradoxe est le suivant. Dans un temps infini, nous n'existons que pour un instant. L'univers existe depuis environ 13,8 milliards d'années. Et il continuera d'exister pendant des milliards d'années encore. Nos vies ne sont qu'une petite goutte dans cet immense océan de temps. Une vie de 80 ans est presque égale à 0 à l'échelle de l'univers. Et toute l'histoire humaine enregistrée seulement 5000 ans est encore plus courte qu'un clin d'œil sur le calendrier cosmique. C'est une réalité mélancolique. Nous manquerons presque tout ce que l'univers a vu et verra. Nous avons manqué les galaxies qui sont entrées en collision il y a des milliards d'années. Nous manquerons aussi les nouvelles étoiles et planètes qui naîtront dans des milliards d'années. Nous sommes comme des spectateurs qui ne voient qu'une seule image d'un film infini. C'est la nature éphémère, tragique de notre existence. Mais c'est précisément cette nature éphémère qui rend notre existence inestimable. Car, dans ce bref instant, dans cette unique image, quelque chose d'unique dans l'univers s'est produit. La matière a acquis la conscience. Et l'univers, après des milliards d'années de silence, a pour la première fois créé des êtres capables de se voir, de penser à eux-mêmes, de s'émerveiller de leur propre existence. Nous sommes le moyen par lequel l'univers se connaît lui-même. Ce bref instant est ce moment précieux où l'univers a pris conscience de lui-même. Notre existence n'est pas une coïncidence absurde, mais la réalisation du potentiel le plus profond du cosmos. Vous faites partie de cet instant. Vous êtes le résultat de 13,8 milliards d'années d'évolution, de la poussière de vos ancêtres, les étoiles, à travers des milliards d'années de réactions chimiques et de processus évolutifs,
Vous êtes devenu aujourd'hui, ici, un être conscient, vivant cet instant. Et votre courte vie fait partie de la question que l'univers se pose à lui-même. Que suis-je? Et c'est le sens le plus profond d'être témoin de l'infini même pour un instant. Le troisième paradoxe est le suivant. Nous sommes cosmiquement seuls, mais profondément connectés à tout. Comme nous l'avons vu, les parsecs ne sont pas seulement des unités de distance, ce sont aussi des murs infranchissables. Même notre plus proche voisin est à des décennies de voyage. Les vides entre les galaxies créent un isolement absolu. La réponse à la question du paradoxe de Fermi, où est tout le monde, est peut-être la suivante. Tout le monde est chez soi, car voyager est impossible. C'est une solitude effrayante. Penser que nous sommes seuls dans cette immensité de l'univers crée un sentiment de vide profond. S'il nous arrivait quelque chose, personne ne le saurait. Notre appel à l'aide résonnerait éternellement dans le vide, mais personne ne l'entendrait. C'est la solitude d'un naufragé sur un radeau dérivant seul dans l'océan cosmique. Mais cette solitude nous pousse vers une autre vérité, une connexion plus profonde. Car oui, nous sommes peut-être isolés des autres formes de vie intelligentes, mais nous ne sommes pas isolés de l'univers lui-même. Nous sommes faits de lui. Le fer dans notre sang a été forgé au cœur d'une étoile morte il y a des milliards d'années. Le calcium dans nos os vient des cendres de supernovae explosives. Chaque atome que nous respirons fait partie de cette danse cosmique depuis le début des temps. Nous ne sommes pas séparés de l'univers. Nous sommes une partie de l'univers, mais nous sommes l'univers lui-même. Vous faites partie de cette connexion. Vous êtes un être fait de poussière d'étoiles. Lorsque vous regardez le ciel la nuit, vous ne regardez pas seulement des points de lumière lointains. Vous regardez vos propres ancêtres, vos propres origines. Ces nébuleuses lointaines sont les berceaux où vous êtes nés. Ces étoiles brillantes sont vos ancêtres chimiques. C'est l'antidote le plus profond à la solitude. Car, où que vous regardiez, vous voyez en fait une partie de votre maison. Et c'est le sentiment d'appartenance le plus puissant de l'univers. Ces paradoxes, nous qui pouvons comprendre, mais pas atteindre. Nous qui sommes éphémères, mais témoins de l'éternité. Nous qui sommes seuls, mais connectés à tout. Tout cela nous mène à une seule pensée finale, Hermès. Cette pensée est l'étape la plus difficile et peut-être la plus importante de tout ce voyage philosophique. Car maintenant, après avoir fait face à toutes ces réalités, il y a une autre question que nous devons nous poser. Et par conséquent, après avoir fait face à toutes ces réalités, il y a une autre question que nous devons nous poser. Si l'univers est si indifférent et si nous sommes si petits, alors quel est le sens de l'effort? C'est peut-être le défi philosophique ultime auquel l'humanité était confrontée. Et la réponse se cache dans un quatrième paradoxe peut-être le plus porteur d'espoir, limité. Mais votre esprit peut s'étendre jusqu'aux confins de l'univers. Chaque livre que vous lisez, chaque équation que vous apprenez, entr'ouvre la porte d'une nouvelle salle de ce musée inaccessible. Vous êtes un explorateur assis dans sa maison qu'il ne pourra jamais quitter physiquement. Et c'est peut-être la plus belle façon d'exister. Le deuxième paradoxe est le suivant. Dans un temps infini, nous n'existons que pour un instant. L'univers existe depuis environ 13,8 milliards d'années. Et il continuera d'exister pendant des milliards d'années encore. Nos vies ne sont qu'une petite goutte dans cet immense océan de temps. Une vie de 80 ans est presque égale à zéro à l'échelle de l'univers. Et toute l'histoire humaine enregistrée seulement 5000 ans est encore plus courte qu'un clin d'œil sur le calendrier cosmique. C'est une réalité mélancolique. Nous manquerons presque tout ce que l'univers a vu et verra.
Nous avons manqué les galaxies qui sont entrées en collision il y a des milliards d'années. Nous manquerons aussi les nouvelles étoiles et planètes qui naîtront dans des milliards d'années. Nous sommes comme des spectateurs qui ne voient qu'une seule image d'un film infini. C'est la nature éphémère, tragique de notre existence. Mais c'est précisément cette nature éphémère qui rend notre existence inestimable. Car, dans ce bref instant, dans cette unique image, quelque chose d'unique dans l'univers s'est produit. La matière a acquis la conscience. Et l'univers, après des milliards d'années de silence, a pour la première fois créé des êtres capables de se voir, de penser à eux-mêmes, de s'émerveiller de leur propre existence. Nous sommes le moyen par lequel l'univers se connaît lui-même. Ce bref instant est ce moment précieux où l'univers a pris conscience de lui-même. Notre existence n'est pas une coïncidence absurde, mais la réalisation du potentiel le plus profond du cosmos. Vous faites partie de cet instant. Vous êtes le résultat de 13,8 milliards d'années d'évolution, de la poussière de vos ancêtres, les étoiles, à travers des milliards d'années de réactions chimiques et de processus évolutifs, vous êtes devenu aujourd'hui, ici, un être conscient, vivant cet instant. Et votre courte vie fait partie de la question que l'univers se pose à lui-même. Que suis-je ? Et c'est le sens le plus profond d'être témoin de l'infini même pour un instant. Le troisième paradoxe est le suivant. Nous sommes cosmiquement seuls, mais profondément connectés à tout. Comme nous l'avons vu, les parsecs ne sont pas seulement des unités de distance, ce sont aussi des murs infranchissables. Même notre plus proche voisin est à des décennies de voyage. Les vides entre les galaxies créent un isolement absolu. La réponse à la question du paradoxe de Fermi, où est tout le monde, est peut-être la suivante. Tout le monde est chez soi, car voyager est impossible. C'est une solitude effrayante. Penser que nous sommes seuls dans cette immensité de l'univers crée un sentiment de vide profond. S'il nous arrivait quelque chose, personne ne le saurait. Notre appel à l'aide résonnerait éternellement dans le vide, mais personne ne l'entendrait. C'est la solitude d'un naufragé sur un radeau, dérivant seul dans l'océan cosmique. Mais cette solitude nous pousse vers une autre vérité, une connexion plus profonde. Car oui, nous sommes peut-être isolés des autres formes de vie intelligentes, mais nous ne sommes pas isolés de l'univers lui-même. Nous sommes faits de lui. Le fer dans notre sang a été forgé au cœur d'une étoile morte, il y a des milliards d'années. Le calcium dans nos os vient des cendres de supernovae explosives. Chaque atome que nous respirons fait partie de cette danse cosmique depuis le début des temps. Nous ne sommes pas séparés de l'univers. Nous sommes une partie de l'univers, mais nous sommes l'univers lui-même. Vous faites partie de cette connexion. Vous êtes un être fait de poussière d'étoiles. Lorsque vous regardez le ciel la nuit, vous ne regardez pas seulement des points de lumière lointains. Vous regardez vos propres ancêtres, vos propres origines. Ces nébuleuses lointaines sont les berceaux où vous êtes nés. Ces étoiles brillantes sont vos ancêtres chimiques. C'est l'antidote le plus profond à la solitude. Car, où que vous regardiez, vous voyez en fait une partie de votre maison. Et c'est le sentiment d'appartenance le plus puissant de l'univers. Ces paradoxes, nous qui pouvons comprendre, mais pas atteindre. Nous qui sommes éphémères, mais témoins de l'éternité. Nous qui sommes seuls, mais connectés à tout. Tout cela nous mène à une seule pensée finale, Hermès. Cette pensée est l'étape la plus difficile et peut-être la plus importante de tout ce voyage philosophique. Car maintenant, après avoir fait face à toutes ces réalités, il y a une autre question que nous devons nous poser. Et par conséquent, après avoir fait face à toutes ces réalités, il y a une autre question que nous devons nous poser.
si l'univers est si indifférent et si nous sommes si petits, alors quel est le sens de l'effort? C'est peut-être le défi philosophique ultime auquel l'humanité était confrontée. Et la réponse se cache dans un quatrième paradoxe peut-être le plus porteur d'espoir. Ce quatrième paradoxe est le suivant. Nous sommes physiquement totalement impuissants, mais mentalement tout-puissants. Un instant pensez à notre impuissance face aux forces de l'univers. Une seule éruption à la surface de notre étoile, la plus proche, le Soleil, pourrait détruire toute la technologie de notre planète. Si le trou noir au centre de notre galaxie vacillait, ne serait-ce qu'un peu, il pourrait éjecter tout le système solaire de son orbite. Si l'une de ces collisions d'étoiles à neutrons dont nous avons parlé se produisait près de nous, elle créerait une explosion de rayons gamma qui pourrait stériliser instantanément toute vie sur notre planète. Nous sommes comme des fourmis, vivant au milieu de géants cosmiques, pouvant être écrasés à tout moment. Mais c'est une réalité tragique qui montre à quel point notre existence physique est fragile et insignifiante. Nous ne sommes pas les maîtres de l'univers. Nous sommes ses habitants les plus vulnérables, les plus éphémères. Nous sommes impuissants, totalement et absolument impuissants. Mais voici que ce mais magnifique entre à nouveau en scène. Car oui, nos muscles physiques ne peuvent pas rivaliser avec les forces de l'univers. Mais nous avons un outil qui pourrait être encore plus complexe et puissant que l'univers lui-même, le cerveau humain. Cet ordinateur biologique d'environ 1,5 kg est composé d'environ 86 milliards de neurones et de billions de connexions synaptiques. Et cet organe nous permet de comprendre ces trous noirs gigantesques, ces supernovas violentes et ces distances infinies, car nous pouvons les décrire avec des équations mathématiques, modéliser leur comportement et même prédire leur avenir. Nous ne pouvons pas contrôler la puissance physique de l'univers. Mais nous pouvons le comprendre. Et comprendre, c'est la forme la plus pure de pouvoir. Vous faites partie de ce pouvoir. Votre esprit est une clé qui peut résoudre les plus grands mystères de l'univers. Votre curiosité, vos questions et votre désir d'apprendre sont le plus grand antidote à notre impuissance physique. Vous êtes peut-être la créature la plus vulnérable de l'univers, mais vous êtes aussi le seul moyen par lequel il se comprend lui-même. Et cela nous transforme de fourmis en témoins conscients du cosmos. Le cinquième et peut-être dernier paradoxe est le plus pratique. Les étoiles sont inaccessibles, donc notre maison est tout pour nous. C'est la destination finale où tout ce voyage cosmique nous a menés. Pendant des années, la science-fiction nous a vendu des rêves de voyage vers les étoiles, de colonisation de nouveaux mondes et de construction d'un empire galactique. Mais nous avons été confrontés aux réalités impitoyables des parsecs et de la physique. Les étoiles, du moins dans un avenir prévisible, sont inaccessibles pour nous. Cela peut sembler une déception au début. Le rejet d'un avenir galactique peut ressembler à une condamnation à la prison cosmique. C'est une entrave au désir d'expansion de l'humanité. Une limitation tragique. Mais cette limitation nous offre aussi notre plus grande responsabilité et notre plus grande opportunité. Car si nous ne pouvons aller nulle part ailleurs, alors nous devons rendre cet endroit, ce point bleu, pâle, vivable. Lorsque nous comprenons que l'univers ne nous enverra pas de canaux de sauvetage, nous comprenons que nous devons mieux prendre soin de notre propre radeau. Cet isolement cosmique nous impose une conscience environnementale. Prends soin de ton monde, car c'est le seul que tu auras. Ce n'est pas une vérité triste, mais plutôt une leçon qui nous fait mûrir. Cette leçon nous pousse à concentrer notre énergie non pas sur des rêves impossibles, mais sur des objectifs réalisables.
coloniser Mars, exploiter la ceinture d'astéroïdes, explorer les lunes de Jupiter et de Saturne. Ce sont des objectifs réalistes pour l'humanité pour le prochain millénaire. Et ces objectifs nous apprendront tout ce que nous devons apprendre avant d'aller vers les étoiles. Vous faites partie de cette responsabilité. Chaque décision environnementale que vous prenez, chaque ressource que vous utilisez, façonne l'avenir de notre seule et précieuse maison. Vous n'êtes pas seulement un citoyen du monde, vous êtes un gardien de la seule forteresse de vie connue dans l'univers. Et c'est une mission bien plus noble et urgente que d'être n'importe quel empereur galactique. Après tout ce que nous avons appris, que ressentez-vous? D'un côté, ce sentiment profond d'insignifiance et de petitesse face à l'immensité écrasante et à l'indifférence de l'univers, ou de l'autre ce sentiment d'émerveillement et de privilège indescriptible de faire partie de ce moment miraculeux où l'univers a pris conscience au milieu de cette obscurité immense. Les deux sentiments sont parfaitement valables, car être humain, c'est exactement ça. Ressentir à la fois la tragédie et le miracle. Être conscient de l'absurdité tout en essayant de créer du sens malgré tout. Cette tension, ce paradoxe, est notre caractéristique la plus fondamentale. Nous savons maintenant. Les parsecs nous ont appris non seulement les distances, mais aussi nos limites, notre solitude et nos responsabilités. Ils nous ont montré à quel point l'univers est grand et à quel point nous sommes petits. Mais ils ont aussi prouvé quel immense potentiel nous portons à l'intérieur de cette petitesse. Alors que nous approchons de la fin de ce long voyage, il est temps de rassembler toutes ces informations. Nous avons compris, nous avons été surpris, nous avons eu peur et nous avons espéré. Nous ne sommes plus la personne que nous étions au début. Notre regard sur l'univers, notre regard sur nous-mêmes a changé pour toujours. Alors, que ferons-nous de cette nouvelle connaissance, de cette nouvelle conscience? Car le voyage ne s'arrête pas ici. Le vrai voyage commence maintenant. Et ce voyage ne sera pas vers les confins de l'univers, mais vers notre propre intérieur. Au cours de ce voyage, nous avons vu à quel point l'univers est immense. Mais il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit. La force qui le fait grandir sera aussi celle qui le détruira. Et cette énergie invisible qui gonfle les vides de l'espace, qui déchire les galaxies les unes des autres et qui entraîne l'univers vers sa fin ultime. Dans notre prochain voyage, nous affronterons le pouvoir de l'énergie sombre. Êtes-vous prêt à voir la force qui déchire l'univers ?